Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube académique Canal BIA. Nous sommes aujourd'hui au lycée Rosa Luxembourg de Canet-en-Roussillon. Le lycée héberge un de nos centres de ressources académiques en partenariat avec l'École nationale de l'aviation civile. Il est à disposition des formateurs et des élèves qui préparent le BIA. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Jean-Marc Pradel, qui est lieutenant-colonel et qui est chargé de mission dans notre réseau aéronautique. Il va vous présenter une partie du domaine de la connaissance des aéronefs. Mais Jean-Marc, j'ai donné ton grade dans l'armée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? De quelle armée s'agit-il? Quel métier as-tu exercé au sein de cette armée? Merci. Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Je suis le lieutenant-colonel Pradel, ancien militaire, actuellement à la retraite. J'ai effectué 36 ans de ma carrière dans l'aviation légère de l'armée de terre. Aviation, oui, mais de l'armée de terre, c'est une composante assez méconnue de cette armée. C'est elle qui met en œuvre la plupart des hélicoptères français, les hélicoptères de combat. Environ 97% des hélicoptères de combat font partie de l'armée de terre. Je me suis engagé à la suite d'un bac technologique. J'ai été formé comme contrôleur aérien, toujours dans l'armée de terre. Et ensuite, l'armée m'a offert l'opportunité de passer un stage pilote d'hélicoptère de combat. Donc je suis devenu pilote d'hélicoptère de combat. D'abord pilote, ensuite chef de patrouille, commandant d'unité. J'ai commandé une escadrille d'hélicoptères armés de canons. Et ensuite, vers la fin de ma carrière, j'ai été officier de la sécurité des vols. Et j'ai parfois travaillé pour le bureau enquête accident de défense, qui est le pendant du bureau enquête analyse civile. Après l'étude des matériaux, nous continuons dans le domaine de l'étude des aéronefs, des engins spatiaux, dans la partie structure et matériaux, pour nous concentrer maintenant sur les voilures, leur structure, leur géométrie, en nous limitant donc principalement à l'étude de l'aile. Jean-Marc, c'est à toi. Avant de débuter l'étude des structures et des matériaux des aéronefs, nous précisons deux choses. La première, c'est que cette étude se limitera aux aérodynes à voilure fixe. Et ensuite que nous avons utilisé de nombreux schémas qui proviennent du site L'Avionnaire, qui est un site exceptionnel que je vous conseille de visiter et pour approfondir toutes vos connaissances. J'ai choisi la photographie d'un engin créé par Otto Lilienthal, qui était un ingénieur autrichien, qui a réalisé lui-même plus de 1000 vols et construit 16 machines planantes. Ce modèle est assez intéressant parce qu'il préfigure déjà les éléments essentiels des avions modernes. Donc, il est constitué d'une voilure, d'un fuselage, même réduit à sa plus simple expression, c'est tout de même un fuselage, puisqu'il permet d'emporter une charge utile, en l'occurrence le pilote. Il permet d'éloigner l'empennage du centre de poussée et du centre de gravité. Un empennage, et remarquez le dessin relativement moderne de cet empennage. Et enfin un atterrisseur, bien que celui-ci faisant partie du pilote, on voit bien que Lilienthal avait déjà senti que pour atterrir et absorber une énergie cinétique assez importante, il fallait un atterrisseur qui soit à la fois souple et robuste. Commençons par la voilure. Je vous propose une définition, celle du Larousse. Eh bien, la voilure, c'est l'ensemble des voiles d'un bâtiment ou d'un de ses mâts, ou l'ensemble de la surface portante d'un avion. Et on voit que le terme voilure a été emprunté, comme bien d'autres termes en aéronautique, à la marine. En fait, la voilure, c'est essentiellement les ailes d'un avion. Nous allons voir de façon plus précise, grâce à une petite vidéo, l'intérieur d'une aile d'un Socata TB10 Tobago. Donc je suis à côté d'une aile d'avion TB10 qui nous a été fournie par l'École nationale de l'aviation civile. Cette aile a été fixée sur un châssis qui a été élaboré par les élèves et les professeurs du lycée Rosa Luxembourg de Canet. Donc cette aile qui a été écorchée va nous permettre de voir plus précisément la structure interne de cette partie de l'avion. Donc comme sa position est un peu inusuelle,
Je vais vous replacer les éléments particuliers que vous devez déjà connaître d'une aile. Nous avons ici l'extrémité de l'aile, c'est-à-dire le saumon. En bas, nous avons le bord d'attaque. En haut, le bord de fuite. Effectivement, elle est posée dans une position que vous n'avez pas l'habitude de voir. Nous avons également ici l'emplanture de l'aile. Et nous allons voir, au travers des ouvertures qui ont été pratiquées, l'intérieur de cette structure. Donc examinons la structure interne de l'aile. Et pour commencer, je vous propose d'observer cette petite aile en bois, qui est une aile de modèle réduit. Et ces deux ailes sont similaires. Nous avons ici les éléments essentiels pour la rigidité et la solidité de l'aile, et en particulier ces baguettes de bois qui représentent le longeron, les longerons principaux de l'aile. C'est sur ces structures-là que s'exerce la plupart, enfin la totalité même des forces aérodynamiques. Et puis nous avons un deuxième élément essentiel, c'est la nervure. C'est cette nervure qui va définir le profil de l'aile. C'est autour de ces nervures-là que nous allons pouvoir dessiner la géométrie de l'aile. Donc commençons tout d'abord par l'étude du longeron, cette pièce essentielle de l'aile. Nous remarquons que l'aile s'arrêtant ici, le longeron est prolongé. En fait, il faut imaginer que là, vous avez le fuselage de l'avion, et c'est à l'intérieur de ce fuselage que les deux parties vont être assemblées. Cette aile-là et l'aile qui est à côté vont être assemblées par cette jonction ici. Remarquez également que le longeron est une pièce massive à cet endroit, car c'est sur cette portion-là que va s'exercer la plupart des contraintes aérodynamiques et le poids de l'appareil. Nous suivons ce longeron à l'intérieur en profitant des évidements qui ont été pratiqués. Nous avons toujours le longeron ici, nous le retrouvons là. Et nous allons commencer à le voir ajourer, alléger dans cette partie-là, pour terminer par une partie relativement fine, puisque les efforts en bout d'aile vont être moindres. Donc, passons maintenant à l'étude des nervures. Nous en avons une qui est ici, c'est la première de l'aile. Nous pouvons remarquer dès à présent qu'elle est évidée, puisque tout gain de poids est utile, puisque le poids est l'ennemi du pilote. Donc c'est cette aile qui va donner la forme, le galbe et le profil de l'aile. Nous pouvons également voir que régulièrement, comme sur la maquette en bois, les nervures sont mises de façon régulière tout au long de l'aile, et jusqu'à la dernière qui est largement évidée, évidemment toujours pour un gain de poids. Remarquons également sur les parties mobiles qu'elles sont largement évidées. Voilà, ici nous avons l'aileron. Vous pouvez observer que cet aileron, qui est en fait une mini-aile, est constitué comme l'aile principale d'un longeron ici et de nervures à l'intérieur. Nous avons également la même chose pour le volet. Voilà, ici on voit beaucoup plus facilement se dessiner un bord d'attaque, tout comme l'aile, un bord de fuite, et toujours un longeron ici pour la solidité et des nervures qui vont donner le galbe à l'aileron. Donc l'intérêt d'avoir des structures creuses, c'est qu'elles allègent l'appareil, mais également elles permettent d'insérer tout un tas de dispositifs comme les commandes. Vous voyez ici la barre de commande de l'aileron. Voilà. Nous avons ici la commande du volet. Ça permet d'avoir un profil aérodynamique sans avoir des structures à l'extérieur qui freineraient l'appareil. Également, à l'intérieur, nous pouvons pratiquer la fixation d'éléments. Ici, c'est la jauge du réservoir que nous verrons tout à l'heure. Le circuit carburant et les parties électriques. Ici, le câble d'alimentation du feu de position qui se trouve dans le saumon. Autre avantage des structures creuses, c'est qu'on peut mettre à profit les volumes libérés, comme sur cet avion, pour mettre du carburant. Ici, nous avons le réservoir d'essence du TB10. Il y en a un deuxième dans l'aile de l'autre côté.
le réservoir débute à peu près ici et il se termine ici. Vous remarquerez que à l'intérieur, les joints entre la structure extérieure, c'est-à-dire le revêtement, et les nervures sont étanchéisés. Les nervures d'extrémité de réservoir sont des nervures évidemment qui sont des nervures pleines pour éviter toute fuite de carburant et elles sont toutes étanchéisées. Pour remplir de carburant, vous avez l'accès ici avec l'indication de la contenance du réservoir, vous voyez 102 litres. Remarquez également à l'intérieur ce petit dispositif qui est la jauge, c'est un flotteur qui va donner la quantité de carburant restant à l'intérieur. Petit détail également, une trappe ici qui est étanchéisée. Cette trappe permet d'accéder au réservoir lorsque celui-ci est vide pour pouvoir voir à l'intérieur les défauts éventuels ou les débuts de détérioration. Nous avons emprunté ce document sur le site L'Avionnaire qui représente une aile dépourvue en partie de son revêtement. Dans un premier temps, nous nous intéresserons au longeron principal en bleu sur ce schéma. Vous remarquerez que c'est une pièce relativement massive et qu'elle est présente sur toute la longueur de l'aile, de l'emplanture jusqu'au saumon. Au niveau de l'emplanture, celle-ci dépasse afin de présenter des systèmes de fixation qui assureront la liaison entre cette aile, la suivante et le fuselage. Ce longeron principal peut être unique ou il peut être doublé ou triplé en fonction des efforts que l'on estime devoir contrer au niveau de cette aile. Si l'on ne souhaite pas alourdir la structure de l'aile en multipliant les longerons principaux, il est toujours possible d'utiliser des longerons secondaires beaucoup plus légers mais qui assurent une certaine rigidité toutefois à cette aile. Nous nous intéresserons maintenant aux nervures. Ce sont des pièces plus légères qui sont fixées transversalement au longeron principal et qui vont permettre de décrire le profil de l'aile. Ces nervures supportent très souvent des lisses. Les lisses sont des structures soit de bois soit de métal disposées longitudinalement le long de l'aile et qui permettront de décrire également le profil de celle-ci. Elles assureront en partie la fixation du revêtement. Enfin, l'aile comporte un revêtement. Il permet d'une part de délimiter cet espace creux et léger et d'autre part de donner la forme extérieure à cette aile. Il autorise l'écoulement de l'air et par là même la création de forces de sustentation. Maintenant, nous allons voir en détail chacun des composants de cette aile. Et naturellement, nous allons commencer par le plus important, le longeron. Le longeron, c'est la pièce maîtresse de l'aile. Généralement, c'est une poutre qui va débuter un peu avant l'emplanture de l'aile pour permettre sa fixation et qui va aller jusqu'à son extrémité. Mais on peut rencontrer des longerons qui sont faits d'une seule pièce, comme sur le schéma. Vous voyez que ce longeron va réunir les deux ailes sans interruption. Il est fait de bois contreplaqué, caissonné, et vous remarquez également que son profil va s'affiner au fur et à mesure qu'il s'approche des extrémités. Il présente en son centre une partie fortement renforcée puisque c'est lui qui va recevoir tous les efforts en flexion et en torsion qui résultent du poids de l'avion, que celui-ci soit au sol ou en vol, et des forces de sustentation. La conception d'un longeron doit répondre à deux critères qui peuvent paraître opposés. Le premier critère, c'est la solidité, car celui-ci doit s'opposer aux contraintes qui vont s'exercer sans rompre. Le second critère, c'est la souplesse, car cette souplesse va lui permettre d'absorber les variations de ces contraintes sans rompre rapidement. Sur la photo, vous voyez un planeur dont les ailes sont suffisamment souples pour absorber les turbulences. Mais ce n'est pas l'apanage des avions qui sont légers que d'avoir des longerons souples. Le Boeing 787, lorsqu'il est au sol, présente une rectitude des ailes qui paraît normale. En revanche, en vol normal, sous 1 G d'accélération, c'est-à-dire sous son propre poids, eh bien nous voyons que les ailes présentent une courbure qui va aller jusqu'à 3,60 m de différence en bout d'aile.
Mais le longeron ne doit pas être trop souple, car lorsque la vitesse augmente, on assiste à l'apparition d'un phénomène qui se nomme flutter, du verbe to flutter en anglais, qui veut dire osciller, flotter dans le vent. Sur ces images prises par la NASA, nous voyons un planeur soumis à ce phénomène. Les oscillations peuvent être également très violentes. Les aéronefs légers ne sont pas les seuls à être affectés par ce phénomène. Tout aérodine, quel que soit son poids ou sa taille, peut être soumis à ce genre de vibration. Le tout étant de concevoir un longeron et des ailes qui retardent l'apparition du phénomène ou bien qui en limitent les conséquences. Car non seulement le flotteur a un effet néfaste sur la stabilité de l'appareil, donc sur son pilotage, mais il a également un pouvoir destructeur sur le longeron qu'il va solliciter de façon alternative et rapide, et celui-ci va rompre en fatigue. C'est exactement ce qui s'est passé pour ce modèle réduit. Voyons maintenant quelles sont les matières qui peuvent être utilisées pour concevoir ce longeron. Donc ce longeron peut être fabriqué en bois, hein, c'est le matériau traditionnel et celui des avions légers. Le bois peut être constitué uniquement d'une grume, c'est-à-dire une planche coupée, ou bien peut être caissonné, hein. On peut avoir une composition de plusieurs parties en bois qui vont plus ou moins constituer une poutre assez résistante. À droite, vous avez les longerons métalliques, hein, qui là sont constitués comme des poutres. Vous remarquerez que on peut faire des évidements dans ces poutres de façon à alléger un peu la structure tout en conservant les qualités mécaniques. Évidemment, maintenant, on peut faire des longerons en matériaux composites qui, je vous le rappelle, présentent une excellente rigidité et une excellente résistance aux contraintes. Nous allons maintenant passer aux nervures. Donc ces nervures, elles permettent de générer la forme de l'aile. Hein. Ce sont elles qui vont donner le galbe et le profil à l'aile. Sur ce schéma, nous avons représenté une aile gauche d'un appareil et les nervures qui vont la constituer. Vous voyez que la forme, l'aile n'étant pas d'une géométrie identique, nous avons des nervures qui vont petit à petit s'affiner à partir de l'emplanture jusqu'au saumon. Et sur ces nervures, évidemment, on va pouvoir mettre le revêtement, ce qui va donner la forme à l'aile. Ce sont elles qui vont donner réellement la forme de l'aile que nous allons pouvoir observer de l'extérieur. Donc toujours pareil, nous avons des structures de nervures qui sont en alliage d'aluminium et nous remarquons qu'elles sont évidées, fixées sur le longeron et on gagne en légèreté en réalisant des ouvertures dans ces nervures. Du côté droit, nous avons des nervures qui sont très ajourées, qui ne sont pas des pièces pleines dans lesquelles on a découpé des ouvertures, mais qui sont en fait constituées de petites baguettes de bois qui sont contrecollées et qui vont donner la forme de la nervure. Et là, vous voyez que nous avons pratiquement une structure qui est une véritable dentelle et qui permet, tout en restant rigide et solide, d'avoir un minimum de matière. Évidemment, à l'intérieur de ces évidements, de ces espaces qui ont été créés, on va pouvoir mettre des éléments importants, et pour un avion, ça peut être le réservoir, une partie du carburant qui va pouvoir être stocké à l'intérieur des ailes. Bien évidemment, on peut fabriquer les nervures en matériaux composites maintenant. Vous voyez sur la diapositive des nervures qui sont faites en carbone Kevlar. Vous voyez un maximum de volume et un minimum de matière, ce qui permet d'alléger l'aile. Remarquez également que le bord d'attaque de cette aile, en fait, est le longeron principal qui va permettre de fixer l'aile
au fuselage. C'est un tube creux en matériau composite également. Un deuxième longeron à l'arrière, longeron secondaire, permettra également de fixer l'aile sur son emplacement. Voyons maintenant les lisses, qui sont en fait des pièces que l'on rapporte sur les nervures et qui permettent également de constituer le volume qui sera recouvert. Donc ces lisses sont relativement fines, généralement on les trouve tout le long de l'aile et elles permettent de soutenir le revêtement que l'on mettra par la suite. Concernant les lisses, je vous propose de voir une structure un peu particulière qui a été inventée par l'ingénieur britannique Barnes Wallis. C'est une structure spécifique appelée géodésique. Vous remarquez que ces lisses de ce Vickers Wellington, eh bien, ne sont pas parallèles, elles courent pas comme le longeron d'un bout à l'autre de l'aile, mais elles sont mises pratiquement en losange à 45 degrés. La particularité de cette structure, c'est qu'elle est très résistante, et lorsqu'il y a une forte dégradation d'une partie de l'aile, eh bien, cette dégradation n'affaiblit pas la structure complète de l'aile, tout le reste de l'aile résiste aux contraintes. Donc c'est ce qui a permis à plusieurs bombardiers, Wellington, de revenir à la base avec une grande partie de leur structure détruite. Passons au dernier élément constitutif de l'aile, c'est-à-dire son revêtement. Eh bien, les premiers aéronefs étaient recouverts de toile de coton ou de lin qui était ensuite enduite d'un vernis cellulosique, ce qui la rendait, qui tendait la toile de façon à faire disparaître les plis et également permettait une certaine imperméabilité à l'air et à l'humidité. Aujourd'hui, les textiles polyester ont remplacé le coton et le lin. On utilise du dacron. Ce sont des matériaux qui sont très résistants. Ils sont thermorétractables, c'est-à-dire que si on les chauffe légèrement, ils vont se tendre et ils vont prendre de façon très régulière la forme qui leur est donnée par les nervures et les lisses. L'autre revêtement traditionnel de l'aile, c'est le bois. Car très rapidement, on s'est aperçu qu'un entoilage, même de très grande qualité, se déformait assez facilement sous l'action des forces aérodynamiques, et de plus, il résistait très peu aux chocs et aux perforations. Donc naturellement, on s'est tourné vers ce matériau que l'on savait parfaitement travailler à l'époque, qui était le bois. On a tout d'abord revêtu les zones qui étaient sensibles, soumises à de fortes contraintes ou aux impacts et aux chocs, et on a créé ce que l'on appelle des coffrages, c'est-à-dire qu'on a mis de fines plaques de bois, on les a collées et fixées autour des nervures. Et vous voyez sur la photographie en haut à gauche, qui est celle d'un planeur des années 30, une partie de l'aile, la partie avant de l'aile, le premier tiers, qui est revêtue de ce coffrage afin de protéger cette zone, eh bien, de l'action des forces aérodynamiques, mais également des chocs et des contraintes qui s'y exercent. Le reste de l'aile étant réservé encore à l'entoilage, puisque ce matériau était relativement plus léger, évidemment, que le bois. Mais les qualités du bois ont fait que on a très rapidement pensé à étendre les zones que l'on protégeait. Un exemple de cette extension, c'est le chasseur soviétique MiG-3. C'est un appareil qui a été conçu au début de la Seconde Guerre mondiale par les deux ingénieurs russes, Mikoyan et Gourevitch, dont les initiales ont donné le sigle MiG. Cet appareil possédait les 2/3 de sa voilure, coffrée en contreplaqué. Alors le bois a un intérêt, c'est qu'il possède des fibres qui sont orientées. Eh bien, les ingénieurs Mikoyan et Gourevitch ont prévu de coller les couches de contreplaqué, et au total 5 couches, avec les fibres qui étaient orientées de façon différente. Ce qui donnait ce que l'on a appelé un revêtement travaillant. C'est-à-dire que les qualités mécaniques du bois font que le coffrage absorbe une partie des contraintes. Et il rend à la fois l'aile souple et suffisamment rigide pour encaisser ces contraintes. Après le bois, ce fut le revêtement métallique qui fut utilisé. Les puissances des moteurs étant de plus en plus élevées, les appareils étant de plus en plus volumineux et l'industrie métallurgique faisant de plus en plus de progrès, tout naturellement, on a utilisé des plaques très minces de 1 à 2 mm d'épaisseur
pour remplacer le bois et faire des revêtements. Donc ces revêtements généralement étaient rivetés, c'est-à-dire que on fait des trous dans la tôle, dans les longerons ou les lisses, et on met des pièces métalliques que l'on va ensuite chauffer et écraser, et lorsqu'elles se refroidissent, elles vont compresser très fortement les deux pièces à assembler, et cet assemblage se fait par adhérence et très résistant. Donc c'est toujours utilisé dans les appareils modernes, et on peut dire que la réalisation de revêtements métalliques a permis bien, de utiliser de façon plus intéressante le volume vide qui est à l'intérieur des ailes, et en particulier le logement de réservoirs à l'intérieur de ces structures. Un peu d'histoire maintenant. Le premier appareil qui était entièrement métallique, y compris son revêtement, ce fut le Junkers J1 qui décolla le 12 décembre 1915 et il fut le premier d'une longue lignée d'appareils entièrement métalliques. Un de ses descendants, le Junkers J52, qui était un appareil de transport des années 30, a une particularité, c'est que son revêtement métallique est constitué de tôle ondulée, ce qui le rend très caractéristique. Ces tôles ondulées, apparemment, augmentaient la rigidité de l'ensemble. Nous allons poursuivre l'étude de la voilure en nous intéressant aux différentes positions de l'aile sur l'avion et à sa géométrie. Tout d'abord, les différentes positions que peut prendre l'aile sur l'avion. La première position que nous allons voir, c'est celle de l'aile en parasol. Alors pourquoi parasol? Eh bien parce que vous le voyez, elle est généralement placée au-dessus du fuselage. Elle est reliée à ce fuselage uniquement par des haubans. L'intérêt de cette aile, c'est que on va pouvoir la construire de façon monobloc, on va pouvoir la changer assez rapidement de fuselage, et également elle offrait à ces pilotes une bonne visibilité sur le devant, au-dessus et en dessous. Vous avez trois exemples d'appareils, un de la Première Guerre mondiale, le Morane-Saulnier, un appareil qui se situe entre les deux guerres, le Muro 117, et un appareil qui a vu le jour pendant la Seconde Guerre mondiale, qui servait à récupérer les pilotes dans le Pacifique qui avaient été abattus. C'est le PBY Catalina, qui termina sa carrière dans les années 60 comme bombardier d'eau sur les incendies de forêt. Le deuxième exemple que nous allons voir, c'est l'avion biplan, alors avec une aile parasol au-dessus et une aile fixée au fuselage en dessous. Deux exemples très connus, le SPAD 7 qui évoluera jusqu'au SPAD 13. Celui que vous voyez, c'est celui de Guidemer qui s'appelait le Vieux Charles, avec son insigne caractéristique de l'escadrille des cigognes. À droite, un appareil de l'entre-deux-guerres, le Boeing Stearman, qui était utilisé pour l'instruction des pilotes. Alors l'intérêt du biplan, c'est que vous avez une grande surface portante sans avoir les inconvénients d'avoir des ailes trop longues. Si elles sont trop longues, elles sont trop souples, elles sont peu résistantes. Donc d'une aile longue, on en fait deux de courtes, et c'est un avantage indéniable sur la solidité de l'ensemble. Si on pousse cette logique de réduire l'envergure pour gagner en solidité tout en conservant une surface portante assez élevée, eh bien nous aboutissons au triplan, voire au quadriplan. Donc je vous ai présenté l'avion triplan. Deux exemples assez célèbres, eh bien le Fokker DR-1 au livret du baron Manfred von Richthofen, appelé le Baron Rouge, qui fut un as de l'aviation allemande durant la Première Guerre mondiale. Et je dirais son adversaire, le Sopwith Triplane, qui était un avion anglais, et ces deux se sont affrontés dans le ciel français. Restons sur les monoplans et voyons maintenant les monoplans à aile haute. Alors à la différence de l'aile parasol, l'aile haute, elle, fait partie intégrante du fuselage. Elle est fixée directement sur le fuselage. Bien évidemment, on peut augmenter sa solidité en y adjoignant des haubans
comme sur le Piper PA20 Passer que vous voyez en bas à gauche de l'écran, ce qui permet de maintenir l'aile de façon plus solide. À droite, vous avez le BAE 146 à aile haute, mais vous voyez que là, il n'y a pas de haubanage. La solidité des matériaux actuels permet cela. Hein, et on appelle cette aile haute sans hauban, on appelle ça une position cantilever, c'est-à-dire l'équivalent, ça veut dire en gros porte-à-faux, une aile en porte-à-faux sur le fuselage. Si on fait descendre l'aile du haut du fuselage vers le milieu de ce fuselage, nous avons maintenant un monoplan à aile médiane. Deux exemples, le Mitchell B-25 qui fut un bombardier de la Seconde Guerre mondiale, et à droite l'Extra 300 qui est un appareil de voltige. L'intérêt, c'est que vous avez des avions qui sont très maniables, on le verra plus tard en aérodynamique, vous avez un centre de poussée qui est proche du centre de gravité. L'inconvénient, c'est que si vous devez fixer ces ailes de façon très solide, comme sur le bombardier ou l'avion de voltige, eh bien il va falloir avoir des pièces traversantes, le fuselage, au milieu du fuselage, qui va vous empêcher d'utiliser ce volume du fuselage pour autre chose. On continue à descendre l'aile et on obtient maintenant un monoplan à aile basse. Deux exemples, un avion bombardier également léger de la Seconde Guerre mondiale, un avion américain, le Dauntless, et un Beechcraft King Air à droite. L'intérêt d'avoir des appareils à aile basse, c'est que maintenant la pièce de fixation est en bas du fuselage, elle ne gêne en rien l'habitabilité du fuselage. Et là, on va pouvoir utiliser ce volume, eh bien, soit pour mettre de la charge utile ou des passagers, comme dans le cas du King Air. Après avoir vu les différentes positions que peuvent prendre les ailes, intéressons-nous maintenant aux différentes formes qu'elles peuvent présenter. La première forme que nous allons voir, c'est la forme la plus simple, c'est l'aile droite rectangulaire. Alors cette aile a un avantage, c'est qu'elle est facile à construire, étant donné que les longerons sont droits, les bords d'attaque sont droits, et chaque nervure est identique, donc on peut les fabriquer en série. Le petit inconvénient, c'est que comme la surface est égale tout au long de l'aile, eh bien les forces qui vont s'appliquer en bout d'aile seront égales aux forces qui s'appliquent à l'emplanture. Ce qui fait que en bout d'aile, on va avoir une forte contrainte en flexion, et souvent on sera amené à faire des ailes soit relativement courtes, soit à haubaner ses ailes, comme le montre la photo du Pilatus PC6 en bas à gauche. C'est un appareil qui a une envergure assez importante, qui est de l'ordre de 16 mètres, et dont l'aile haute doit être haubanée au fuselage, car il s'applique de fortes contraintes sur cette aile. C'est un appareil qui pose court, qui décolle court, qui est assez manœuvrant aux faibles vitesses, et bien connu des parachutistes. Alors, cette aile favorise les faibles vitesses, elle est adaptée aux faibles vitesses, mais comme souvent en aéronautique, il y a des contre-exemples. Je vous ai mis à droite le Trident, qui était un appareil expérimental des années 50, un appareil français, qui était un intercepteur, un des premiers intercepteurs à réaction, c'était un prototype. Et vous voyez qu'il arbore des ailes rectangulaires, qui sont certes d'une envergure limitée, mais qui sont quand même des ailes rectangulaires. La deuxième forme que nous allons voir, c'est toujours une aile droite parce que le bord d'attaque est perpendiculaire au fuselage, mais maintenant nous avons une évolution de la surface qui va déboucher sur une forme trapézoïdale. C'est-à-dire que la surface en bout d'aile est restreinte, et donc les moments de flexion, les forces exercées en bout d'aile seront moindres que celles exercées à l'emplanture, ce qui favorisera une construction beaucoup plus légère et moins rigide. Donc deux exemples, un appareil de tourisme, le Jodel, et un appareil de la Deuxième Guerre mondiale dans le Pacifique, le Helldiver, qui était un bombardier torpilleur de l'US Navy. Autre forme trapézoïdale, mais maintenant ce n'est plus une aile droite puisque le bord d'attaque n'est plus perpendiculaire au fuselage mais présente un léger retrait vers le bout de l'aile. Eh bien, c'est une aile qui répartit mieux les efforts avec une force portante en bout d'aile réduite par rapport à celle de l'emplanture. C'est une forme que l'on rencontre assez souvent.
Je vous ai mis deux exemples, le Mitsubishi A6 M3, le fameux zéro de l'aviation japonaise, et à droite le Lockheed F-104 Starfighter, avion des années 60, qui fut un intercepteur très très rapide et qui présente également une voilure certes de faible envergure, mais une voilure trapézoïdale quand même. L'optimisation de l'aile trapézoïdale fait que l'on débouche sur une aile de forme elliptique en forme d'ellipse. C'est cette aile qui répartit au mieux les efforts de contrainte qui sont exercés par les forces aérodynamiques. Néanmoins, un inconvénient, c'est qu'elle est très complexe à fabriquer, étant donné qu'il va falloir concevoir des bords d'attaque avec des courbures progressives, des bords de fuite également, et que chaque nervure est différente de celle qui est à côté d'elle. Donc, c'est une aile qui a été utilisée avec succès dans la construction du Spitfire, avion mythique de la bataille d'Angleterre. Elle a été utilisée également sur d'autres appareils, mais de façon, je dirais, moins parfaite que sur le Spitfire. Sur la droite, vous avez un P-47 Thunderbolt, un appareil de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, assez massif et qui arbore une voilure elliptique également. Un peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, les vitesses des appareils étaient proches de 900 km/h. On s'aperçut que le comportement des ailes à bord droit ou à bord d'attaque elliptique n'était pas satisfaisant à ces hautes vitesses. Les progrès en aérodynamique ont permis de déboucher sur une aile beaucoup plus adaptée aux hautes vitesses, ce fut l'aile en flèche. Alors pourquoi ce nom d'aile en flèche et qu'est-ce qu'une flèche en aéronautique? J'ai pris l'exemple du Mirage F1CR. Si nous prenons l'axe longitudinal de cet appareil, et que nous traçons une droite perpendiculaire à cet axe longitudinal, nous la traçons au niveau du début de l'emplanture, et que nous traçons un angle entre le bord d'attaque et cette perpendiculaire, un angle phi, eh bien, l'angle phi est appelé flèche de l'aile. Définition de la flèche, c'est l'angle que fait le bord d'attaque de l'aile avec la perpendiculaire de l'axe longitudinal de l'appareil. Bien évidemment, l'aile en flèche ne date pas des années 1970. Comme je vous l'ai dit, elle date de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je vous ai mis un exemple en bas à gauche, celui du Messerschmitt M262 Schwalbe, qui veut dire hirondelle en allemand, et qui fut, il faut se le rappeler, le premier avion à réaction opérationnelle, c'est-à-dire qu'il a été mis en service et combattu dans le ciel allemand face aux bombardiers alliés. Cet appareil, comme vous le voyez, a une flèche relativement prononcée vers l'arrière. Plus près de nous, le Lightning F6, qui fut également un avion un peu particulier, atypique, et vous voyez que la flèche que présente son aile est très prononcée vers l'arrière. Une petite particularité, la surface de l'aile est pratiquement aussi importante à l'emplanture qu'à l'extrémité. Tout comme on a conçu des ailes avec une flèche vers l'arrière, eh bien, on a conçu également des ailes avec une flèche vers l'avant. Alors, on peut penser que le Grumman X-29, qui est un prototype de la NASA, fait partie des avions modernes et que les matériaux permettent de faire des ailes comme ça. Mais si on revient un peu en arrière, on voit bien que le planeur ASK-13, qui est même issu d'une longue lignée de planeurs allemands, présente déjà une aile en flèche inversée. Donc on verra plus tard l'intérêt de ces ailes, c'est que ça permet d'avoir un écoulement le long du fuselage qui est différent de l'aile en flèche normale, mais c'est un concept qui n'est pas très utilisé, une géométrie qui n'est pas très courante parmi les avions. En revanche, celle qui a percé comme géométrie, c'est l'aile delta. On voit bien que c'est une aile qui présente une flèche très importante, mais également qui permet d'avoir une surface à l'air, une surface de l'aile très importante. L'intérêt de ces ailes, c'est qu'on a une surface portante très développée et on a une conception qui est très solide, puisque
la surface la plus importante se trouve près du fuselage, donc il n'y a pas de moment de flexion, il n'y a pas de flexion énorme en bout d'aile. Je donne deux exemples, mais il y en a plein d'autres. Un exemple du MiG-21 Fishbet, hein, avec une aile delta, et remarquez que dans ces deux exemples et dans le schéma que je vous présente, l'aile delta est associée à un empennage classique pour ces aéronefs. Hein, tout comme le Skyhawk appareil américain, vous voyez aile delta très caractéristique, mais un empennage qui est un empennage classique également. En développant les ailes delta, on s'est rapidement aperçu qu'on pouvait se passer de la gouverne de profondeur. Hein, si vous voyez la photographie du B-58 Ulster, qui était un bombardier stratégique américain, eh bien, il y a une immense voilure, une immense surface, mais plus du tout de gouverne de profondeur, puisque la gouverne de profondeur est couplée avec les ailerons sur le bord de fuite de l'avion. À droite, un avion très connu, celui des usines Dassault, c'est le Mirage 2000 qui arbore une voilure delta intégrale, c'est-à-dire sans gouverne de profondeur. Alors l'intérêt de cette voilure, c'est que c'est une construction relativement solide qui permet des vitesses très très élevées. Un petit inconvénient, c'est que en gros ça plane très peu et qu'aux faibles vitesses, nous avons l'appareil qui doit être cabré au maximum, ce qui fait que la visibilité vers l'avant va être limitée pour le pilote. C'est la raison pour laquelle le Concorde avait un nez qui s'escamotait vers le bas, parce que lorsqu'il était en phase d'atterrissage, c'est-à-dire à faible vitesse, eh bien l'équipage ne pouvait plus voir la piste. Puisque l'on parle du Concorde, eh bien, un aboutissement de l'aile delta, c'est l'aile delta en forme gothique. C'est une aile très travaillée qui permet d'atteindre des vitesses supersoniques très rapidement. Hein, je vous ai mis évidemment le Concorde en bas à droite avec sa superbe aile. Autre exemple, la pauvre Vulcan, qui était un bombardier stratégique britannique, également avec une superbe voilure gothique. Nous avons vu les différentes formes géométriques de la voilure. Ce qu'il faut savoir, et on y reviendra sans doute, c'est que ces voilures engendrent également une stabilité ou une instabilité, c'est-à-dire un peu plus de maniabilité, suivant l'axe latéral de liberté de l'appareil, ce qu'on appelle l'axe de lacet. Je vous ai mis une petite animation pour vous montrer ce qu'est l'axe de lacet et les mouvements que cela engendre pour l'aéronef. Et je vous ai classé des voilures de la plus stable à la moins stable en haut, et inversement, l'opposé de la stabilité, c'est la maniabilité. Nous avons la voilure de la moins stable à la plus stable, qui est l'aile delta, toujours sur cet axe de lacet. Nous y reviendrons quand nous parlerons un peu d'aérodynamique. Et puis il y a une aile que je n'ai pas pu classer dans les catégories précédentes, puisque c'est une aile qui a la particularité de présenter plusieurs formes successivement. C'est une aile à géométrie variable. Cette aile peut présenter à un moment donné une forme trapézoïdale et l'instant d'après peut apparaître comme une aile à forte flèche, même une aile delta. Le principe est le suivant. L'aile est fixée au niveau de son emplanture au fuselage par un axe. Elle peut tourner autour de cet axe et par des moyens mécaniques ou hydrauliques, elle peut être ramenée sur l'avant de l'appareil, être ouverte et à ce moment-là elle présente un profil d'aile droite ou trapézoïdale, ou elle peut être ramenée vers l'arrière et là elle présente un profil d'aile en flèche ou même d'aile delta. Vous voyez ici une photo de l'articulation d'un appareil à aile à géométrie variable. Évidemment, la formule oblige à construire un mécanisme assez complexe et à disposer d'une source de puissance non négligeable pour ramener l'aile sur l'avant ou vers l'arrière. L'avantage de ce type d'aile, c'est que vous pouvez avoir un appareil qui est très manœuvrant et performant aux basses vitesses, puisqu'en déployant ses ailes, il est dans la configuration d'un appareil à aile droite,
mais il n'est pas limité en vitesse puisqu'en les escamotant vers l'arrière, il se comporte comme un appareil très rapide à aile en flèche. L'exemple que je vous donne, c'est celui d'un appareil qui était un appareil embarqué sur les porte-avions américains. C'est le Grumman F-14 Tomcat, bien connu des cinéphiles qui ont apprécié le film avec Tom Cruise, Top Gun. Eh bien, cet appareil devait arriver sur le pont à faible vitesse, évidemment, pour pouvoir apponter en sécurité. Il devait décoller, évidemment, de 0 à une certaine vitesse, eh bien, il fallait une grande portance. Néanmoins, il devait être aussi un chasseur-intercepteur très rapide aux grandes vitesses. Eh bien, c'est la formule de l'aile à géométrie variable qui a été adoptée pour cet appareil. L'aile à géométrie variable n'est pas un monopole américain puisqu'il y a eu des ailes à géométrie variable parmi les appareils soviétiques, parmi les appareils européens et même parmi les avions français puisque Dassault a construit un prototype qui n'a pas débouché sur une série. C'était le Mirage G8. Vous voyez en haut sa forme en flèche et sa forme à aile étendue. Et en bas, je vous ai mis la petite publicité de l'époque. Dassault faisait sa publicité ainsi. Il disait que le G8 est rapide comme une flèche et il se pose comme une fleur. Tout est dit. Après avoir vu les différentes positions et les différentes formes que peut prendre l'aile, nous allons nous attacher à étudier certaines de ces caractéristiques géométriques, des caractéristiques qu'il faudra connaître et qui nous intéresseront plus particulièrement dans le chapitre de l'aérodynamique et de la mécanique du vol. Et en premier lieu, il y a une caractéristique qui est l'envergure. Qu'est-ce que l'envergure ? L'envergure, c'est la distance qui sépare chaque extrémité des ailes. Sur le schéma, vous voyez que cet appareil présente une envergure qui débute sur l'aile gauche, à son extrémité. Nous allons la mesurer jusqu'au fuselage. Nous allons intégrer l'épaisseur de ce fuselage et nous allons continuer la mesure de l'emplanture de l'aile droite à l'extrémité, au saumon de l'aile droite. Eh bien, l'envergure, c'est la distance 1 plus la distance 2 plus la distance 3. Alors, concernant l'envergure, une erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de prendre la longueur de l'aile à l'intérieur de cette aile. Vous voyez sur le schéma, si nous mesurons l'aile à l'intérieur du plan, eh bien, nous obtenons une distance qui sera bien supérieure à l'envergure, parce que l'envergure, c'est bien l'extrémité d'une aile à l'autre extrémité d'une aile. Il ne faut pas oublier également d'intégrer la largeur du fuselage, qui parfois peut être très important pour l'envergure. Autre caractéristique géométrique particulière de l'aile, l'allongement. Alors la définition de l'allongement est la suivante, c'est le rapport du carré de l'envergure sur la surface située entre ces deux extrémités. L'allongement lambda est égal à l'envergure au carré divisé par S, la surface des ailes. Soit, eh bien, lambda est égal à l'envergure multipliée par elle-même, divisé par l'envergure multipliée par la largeur de l'aile. Alors, pour une aile rectangulaire, le calcul est facile, puisque l'aile rectangulaire présente la même largeur d'un bout à l'autre. Donc, pour une aile rectangulaire, lambda est égal à E sur, là je l'ai noté C, c'est la largeur de l'aile. Nous verrons que plus tard, ce C correspond à ce que l'on appelle la corde. Maintenant, pour une aile qui n'est pas une aile droite rectangulaire, le calcul devient un peu plus complexe. Si nous prenons par exemple une aile droite trapézoïdale, telle que celle du Curtiss P40, eh bien nous voyons que ça devient un peu moins simple à calculer. Toutefois, on peut utiliser cette méthode-là, c'est-à-dire que l'on va prendre la largeur de l'aile à l'emplanture, la largeur de l'aile ensuite à son extrémité et son envergure. Donc nous avons E l'envergure, grand C la largeur de l'aile à l'emplanture, petit c la largeur de l'aile à l'extrémité au saumon. Eh bien, nous allons faire le rapport de la somme des largeurs.
divisé par 2, ce qui nous donnera une largeur moyenne. Et grâce à cette largeur moyenne, nous allons pouvoir utiliser la formule E divisé par la largeur moyenne égale l'allongement. Donc pour une aile trapézoïdale, l'allongement est égal au rapport de l'envergure sur la largeur moyenne de l'aile. Pour des formes d'ailes beaucoup plus complexes, comme celle de ce P51 Mustang, il est intéressant de décomposer l'aile en forme géométrique simple dont on sait pouvoir calculer la surface. Donc là, cette aile-là, par exemple, on va pouvoir la décomposer en 2 trapèzes dont on va calculer la surface. Alors pour ce qui concerne l'aile elliptique du Spitfire, je laisse au fort en maths le soin de calculer avec précision sa surface. Plus sérieusement, nous voyons que l'allongement est une caractéristique importante des aéronefs. Je vous donne 2 exemples. Le Tupolev Tu-95, qui est un bombardier stratégique soviétique des années 50 et qui existe encore actuellement. Bien, vous voyez qu'il présente une aile dont le rapport envergure-largeur est relativement important. À l'opposé, le Starfighter, lui, présente bien ce qu'on peut appeler des embryons d'ailes très ramassés, et donc son allongement sera très faible. Alors, quel est l'intérêt de calculer l'allongement d'une aile? Bien, nous verrons plus tard en aérodynamique que cet allongement, s'il n'est pas favorable aux grandes vitesses, en revanche, il va augmenter la pénétration dans l'air de l'appareil, il va limiter ce que nous verrons plus tard, ce sont les tourbillons, les turbulences qui existent en bout d'aile. Autre caractéristique importante de l'aile, le dièdre. Je vous donne toujours la définition. Le dièdre, c'est un nom commun qui désigne l'angle formé par 2 demi-plans mesurés dans le plan perpendiculaire à leur droite d'intersection. Donc on peut appeler ça dièdre ou angle diédral. Je vous ai mis un petit schéma en bas pour vous montrer ce qu'est cet angle que l'on appelle dièdre. Ce que l'on va appeler dièdre en aéronautique, c'est l'angle que va faire le plan de l'aile avec une droite qui est une droite perpendiculaire à l'axe de symétrie de l'avion. Plus simplement, lorsque l'avion sera posé au sol, cette droite sera confondue avec l'horizontale. Le premier, c'est le dièdre positif, donc les ailes sont dirigées vers le haut. Le dièdre concerne la totalité de l'aile. C'est un dièdre assez répandu. Comme exemple, on peut avoir l'appareil de tourisme Socata TB10 ou le Messerschmitt 262 que nous avons déjà vu. Nous voyons que ces 2 appareils montrent un dièdre positif de la totalité de l'aile vers le haut. Nous pouvons avoir aussi un dièdre positif, c'est-à-dire vers le haut, que sur une partie de l'aile. Cela fonctionne également. Vous avez le DR401 où il y a uniquement que l'extrémité des ailes qui présente un dièdre, le reste de l'aile est parfaitement horizontal. On peut tout aussi bien adopter cette forme de dièdre pour des appareils modernes tels que le F-4 Phantom, un appareil mythique durant le conflit du Vietnam. Il existe aussi des dièdres négatifs où les ailes sont dirigées vers le bas. Là, on va pas chercher la stabilité, au contraire, on va chercher la maniabilité des appareils. Ça sera tout l'inverse et ça fonctionnera de façon totalement inverse que celle que nous avons présentée précédemment. 2 exemples, toujours le Arrière 2 qui est un appareil à décollage vertical. Vous voyez que cet appareil de chasse et de bombardement possède un dièdre fortement négatif, ce qui lui permet d'avoir une rotation sur son axe de roulis très importante et très rapide. De l'autre côté, l'appareil le plus gros, le plus grand du monde, c'est l'Antonov 225. Vous voyez que celui-ci également présente un dièdre négatif tout au long de l'immensité de ses grandes ailes. On peut trouver également des dièdres multiples, et en particulier des doubles dièdres, dont un dit en aile de mouette. Pourquoi en aile de mouette? Parce qu'il ressemble aux ailes de cet oiseau lorsqu'il plane, avec une partie de l'aile surélevée par rapport au fuselage. Nous avons le Bereev 12 qui comporte ce type de double dièdre. C'est un hydravion russe, et nous voyons que l'intérêt de la formule, lorsqu'on place les moteurs à la jonction de ce double dièdre, on peut éloigner les hélices de la surface de l'eau.
L'intérêt aussi, c'est comme les ailes redescendent vers la surface, eh bien on peut y adjoindre des flotteurs sur une longueur qui sera pas trop importante et donc qui résisteront bien aux impacts sur l'eau. Autre appareil présentant ce double dièdre, eh bien, un vieil appareil du début de la Seconde Guerre mondiale, mais il était déjà dépassé, c'est le PZL-11. C'est un avion polonais qui avait une aile comportant un double dièdre, et l'avantage, c'est que le pilote qui était derrière avait une parfaite visibilité. L'aile ne masquait pas du tout sa vision. Il pouvait voir aussi bien en dessus, en face de lui et en dessous de l'aile sans que l'épaisseur de l'aile le gêne. Si on prend le double dièdre en aile de mouette et qu'on le retourne, eh bien on obtient le double dièdre inversé ou en W. Alors deux exemples de ces ailes en double dièdre, celle qui équipait le Stuka Junker 87, qui était un bombardier en piqué. C'était un appareil de dimension assez imposante qui possédait un diamètre d'hélice énorme. Et donc l'intérêt de la formule, c'est que comme on abaisse une partie de l'aile, on peut y adjoindre un train d'atterrissage qui est relativement court et celui-ci permet d'éloigner suffisamment le bout de l'hélice de la surface sans avoir à avoir des jambes de train trop longues, donc flexibles, donc fragiles. Également pour celui de droite, le Corsair, qui devait apponter sur les porte-avions américains, eh bien on voit que les jambes de train qui doivent encaisser le fort choc à l'arrivée, eh bien sont courtes. C'est la formule de ce double dièdre vers le bas qui permet de raccourcir les jambes de train. Donc ces jambes de train seront plus résistantes, résisteront mieux à l'impact, n'auront pas tendance à se courber parce qu'elles sont trop longues. Alors faisons maintenant le point sur cette longue partie. Beaucoup de vocabulaire, cela peut faire un petit peu peur, mais beaucoup de ces mots parlent d'eux-mêmes. D'autres, clairement, doivent être connus. Alors, les éléments de l'aile, longeron, nervure, lisse, sont des mots qui ne font pas partie du vocabulaire commun, et donc il faut savoir à quoi ils correspondent. Alors, généralement, un schéma est fourni si on pose des questions à leur sujet. Le revêtement, c'est bien clair. La position des ailes, ensuite, par rapport au fuselage, les termes parlent d'eux-mêmes. Parasol, haute, médiane, basse, biplan, triplan, donc 2 plans d'ailes, 3 plans d'ailes. La forme des ailes, il en est de même, rectangle, trapèze, elliptique. Alors le mot ellipse n'est pas forcément dans le vocabulaire mathématique que vous connaissez, mais une ellipse c'est un ovale. En delta, c'est clair. En delta gothique, on pense tout de suite aux ailes du Concorde. Les dimensions de la voilure, son envergure, son allongement, donc une petite formule à connaître, essentiellement pour les voilures rectangulaires. Et les notions de flèche et dièdre qui sont des angles qui situent le bord d'attaque de l'aile par rapport à un plan horizontal ou bien par rapport au plan de symétrie de l'avion. Alors quelques questions d'examen maintenant, comme vous en avez l'habitude, pour vous entraîner, pour renforcer vos connaissances. Une première question portant sur la structure d'une aile d'avion, avec une combinaison de termes de vocabulaire que nous avons vus, longeron, nervure, couple, lisse. Alors quelques-uns qui n'ont pas été abordés, entretoise, semelle. Bon, le schéma donc aide, comme nous le disions à l'instant sur le Nitsuno. Alors bien entendu, la bonne combinaison ici, c'est celle qui commence par longeron, hein, c'est la flèche numéro 1. Ensuite, nous avons effectivement les nervures et puis les entretoises, alors, qui sont ici représentées sur ce schéma, qui ne sont pas forcément présentes, notamment sur le schéma, sur la photo en dessous, où on peut avoir des évidements dans les nervures à la place des entretoises. Alors une question maintenant sur la géométrie en flèche de l'aile. Donc repérer l'avion à aile en flèche, et bien ici
le premier avion est en aile delta, le troisième c'est cette forme caractéristique de delta gothique, et le dernier, donc on a des ailes en forme d'ovale, d'ellipse. Donc la seule réponse évidemment ici est la réponse B. Donc on a affaire ici à un avion à aile en flèche positive. Ouais, étant donné que ici le bord d'attaque donc est situé en arrière de la perpendiculaire ici au fuselage. Encore une question sur les ailes en flèche qui fait écho à la précédente. Quel est l'avion qui dispose d'une aile en flèche négative? Eh bien, c'est ce qui se produit lorsque le bord d'attaque est situé donc vers l'avant de l'avion par rapport à la perpendiculaire au fuselage. Hein. Et donc ici, voilà, c'est le cas ici donc sur ce schéma et sur cet avion de chasse, là, le Grumman X-29, qui a été présenté par ailleurs. La bonne réponse était donc bien sûr la réponse 2. Passons maintenant à la notion d'allongement. Alors on vous propose un schéma. Visiblement on a affaire, et on vous le dit, à deux ailes en forme de trapèze. Il est question de calculer l'allongement. Donc il faut se rappeler que l'allongement c'est envergure sur corde moyenne. Ben, ici l'envergure c'est la somme des longueurs des deux ailes, donc 15 mètres, divisé par la corde moyenne. Bon, la corde moyenne 2 mètres, entre 2 mètres et 3 mètres, c'est 2 mètres 50. Si vous faites le rapport 15 sur 2,5, c'est le même que 60 sur 10, hein, c'est-à-dire 6, qui était la réponse. Sur l'allongement encore, alors peut-être plus simple, puisque bon, il n'y a pas de schéma, mais on vous parle d'une aile rectangulaire d'envergure 10 mètres, de profondeur moyenne de l'aile. Alors il faut comprendre qu'il s'agit de la corde. L'épaisseur relative est une donnée superflue. Ici, l'allongement est bien de 10, en effet, l'envergure est de 10 mètres, la corde moyenne, donc ici, est constante et égale à 1 mètre, donc le rapport c'est bien 10, réponse A. Alors maintenant, si on compare aux voilures d'un avion, la voilure des planeurs modernes se caractérise par petite envergure, sans doute pas, une grande finesse, une grande épaisseur du profil, une grande rigidité. En fait, ici apparaît la notion de finesse, alors qui est un terme ici qui est employé en tant que synonyme, si vous voulez, d'allongement, car le mot finesse, en fait, a une autre signification en aérodynamique qui est liée notamment à l'allongement et que nous détaillerons dans une autre émission. Donc ici, la bonne réponse était une très grande finesse. Question suivante, au sol, le carburant contenu dans une aile entraîne sur les longerons. On demande de choisir entre un effort de cisaillement, de flexion, de torsion, ou bien n'a pas d'influence sur la structure de l'aile. Alors, un schéma peut aider à analyser la situation. Au sol, le réservoir de carburant est rempli, ou en tout cas contient suffisamment de masse pour avoir un poids qui va avoir tendance à faire fléchir vers le bas l'ensemble de l'aile et donc le longeron. Hein. Il s'agit donc bien ici d'un effort de flexion qui s'exerce sur les longerons. Question suivante. L'extrado de l'aile d'un avion en vol de croisière subit un cisaillement, une traction, une compression, une torsion. Il faut comprendre qu'ici, l'avion n'est plus au sol, il est en croisière. Donc les efforts sur l'aile sont très différents. Alors, ici, voyons un petit peu un schéma pour nous aider, comme dans la question précédente. En vol, donc, il s'exerce une force vers le haut, qui a tendance à faire fléchir l'ensemble de l'aile vers le haut, mais par conséquent, la surface de l'extrado se retrouve comprimée. Donc la réponse était ici, réponse C. En revanche, l'intrado, lui, si la question s'était posée,
subit un effort contraire, à savoir qu'il est étiré et subit une traction.